Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais et que vous voulez continuer que je fasse des vidéos du style, et pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu. L'annonce est passée un petit peu inaperçue quand elle a été dévoilée, mais elle est importante, donc on va en parler aujourd'hui. Et vous avez probablement vu la miniature, donc je vais pas garder le suspense plus longtemps. L'Inde va lancer une compétition de rugby à 7 qui va, selon les mots employés par les organisateurs, redéfinir l'avenir de la discipline. Alors en quoi consiste cette compétition ? La compétition a été créée par la Fédération indienne de rugby et par GMR Sport, un promoteur sportif qui fait partie des financiers de la compétition et déjà connu pour avoir des activités dans le cricket. Alors logique, on est en Inde et ce sport a des proportions absolument monstrueuses là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pas l'air d'être un partenariat solitaire, puisque la Fédération indienne de rugby a signé un partenariat stratégique sur 10 ans pour ce championnat. Donc on part sur une compétition chaque année sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, le patron de la Fédération indienne est assez ambitieux sur ce que peut apporter cette compétition au développement du rugby à 7 en Inde. Le marché indien présente-t-il un potentiel important pour le rugby ? Oui, il est énorme. Nous avons 1,5 milliard d'habitants et le rugby est pratiqué dans 322 districts sur 760. Si nous captons une fraction de ce chiffre, soit 1%, cela représente 15 millions de personnes, explique Rahul Bose, le CEO, le président de la Fédération indienne de rugby. Et il y a aussi l'ambition de créer une compétition féminine dans le même style, sauf que là, ce serait à partir de l'année prochaine. Alors, c'est une compétition de franchise qui représentera les plus grandes villes de l'Inde. Il y en aura 6, les Bengaluru Bravehearts, les Chennai Bulls, les Delhi Reds, les Hyderabad Heroes, les Kalinga Black Tigers et les Mumbai Dreamers. Et chaque franchise est soutenue par une grosse entreprise locale ou un leader de l'industrie dans le secteur, ou même plusieurs entreprises. Alors la RPL démarrera le 1er juin et s'étendra sur 15 jours. Et il y aura donc 34 matchs sur les 2 semaines de compétition. Et ça, c'est un format totalement différent des World 7 Series, où en général, les compétitions elles sont réduites sur 2 ou 3 jours et t'as que 7 à 8 étapes dans l'année. Alors pour déterminer le gagnant de la compétition après 30 matchs de round robin, les 4 derniers, ils seront consacrés à 2 demi-finales, une petite finale et une finale. Alors pour le rythme des matchs, t'en auras 2 chaque soir dans la semaine et 3 chaque soir le week-end. Et le format d'un match de Sevens est également modifié. Ce n'est pas demi-temps de 7 minutes avec 2 minutes de pause comme au Sevens, mais c'est 4 quarts-temps de 4 minutes avec 2 minutes de pause entre chaque quart-temps. Et au niveau des règles, seule différence, le temps sera arrêté sur les fautes, les mêlées et les touches, le temps qu'elles soient jouées ou le temps que t'aies tapé la pénale touche ou joué à la main. Alors ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie derrière le choix du stade. Parce que tout est concentré dans un seul stade, tu peux pas changer de stade tous les 2 jours. Alors t'aurais pu aller sur un grand stade de cricket avec des tribunes assez éloignées, mais visuellement c'est pas ouf. Et puis t'as aucune assurance de remplir ton stade. Et donc pour éviter de manger des critiques, les dirigeants ont choisi un petit stade de foot dans la métropole de Mumbai. Il s'agit de la Mumbai Football Arena, une arène de 7000 places où se tiendront donc tous les matchs. Autre particularité, la Fédération indienne de rugby a obtenu une fenêtre exclusive de 15 jours de la part de World Rugby. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ces 15 jours exclusifs signifient qu'il n'y aura pas d'autres compétitions internationales dans le monde à ce moment-là, ce qui permet à la compétition, aux dirigeants, d'aller démarcher les joueurs stars pour qu'ils évoluent dans la compétition. Et c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'il y aura énormément de stars dans cette compétition, et ça me permet d'aborder le prochain sujet de la vidéo, la composition des effectifs. Alors, comment ça fonctionne ? Chaque équipe aura 13 joueurs dans son effectif, donc 5 joueurs indiens, 5 joueurs internationaux renommés, entre guillemets, et 3 joueurs venus des nations tier 2 et tier 3 du classement World Rugby. Donc cette année par exemple, il y aura des Canadiens, des Allemands et des joueurs venus de Hong Kong. Pour la composition des groupes, c'est censé te permettre de former, ou du moins d'élever le niveau, des 5 joueurs indiens qui seront présents dans chaque équipe, avec cette ambition non cachée que l'Inde dispute les Jeux Olympiques de rugby à 7 en 2032 en Australie. Mais bon, ça c'est si le rugby reste un sport olympique. Puisqu'avec ce qui se passe au niveau de la restructuration du circuit Sevens par World Rugby et du fait que certaines fédérations pourraient se désintéresser du rugby à 7 comme l'ont fait les Irlandais en supprimant le programme masculin, on nage un petit peu dans l'inconnu pour se prononcer sur l'avenir de la discipline. Alors dans les groupes des 6 franchises, il y aura beaucoup de stars internationales, mais il n'y aura pas de stars françaises.
J'ai pas vraiment eu d'infos dessus, mais j'imagine très probablement que les clubs de top 14 n'ont pas voulu libérer les joueurs de Sevens à un moment aussi crucial de l'année, la fin d'année forcément en top 14, c'est logique. Et de son côté, la FFR n'a pas dû libérer les joueurs sous contrat non plus, par peur de les voir se blesser ou pour une autre raison que je ne connais pas. Alors une autre chose intéressante, c'est que ce tournoi a fait sortir de leur retraite certains joueurs au vu de l'argent qu'ils allaient toucher. Alors pour 2 semaines de compétition, le salaire pour ces stars internationales est compris entre 15 et 20 000 dollars américains. Parce que c'est pas pour rien si t'as Perry Baker, Roscoe Speckman et Scott Curry qui rechaussent les crampons. Donc pour les groupes, voici tous les joueurs de toutes les équipes, vu que le tirage des équipes a été fait le 4 avril dernier. Alors ce qu'il faut savoir pour les joueurs indiens, c'est qu'il n'y a du coup que 30 joueurs, mais que ces 30 joueurs ont été sélectionnés parmi un panel de 71 joueurs indiens. Et autre nouveauté dans le rugby, c'est que ces 30 joueurs ont été sélectionnés via un principe de draft et d'enchères. Exemple, le joueur indien le plus cher, c'est Mohit Khatri. Lui, il a été acquis par les Bengaluru Brave Hearts pour 475 000 unités d'une monnaie que j'ai pas vraiment comprise. Mais ça reste le plus cher. Et puis pour les superstars, vous en connaissez un bon nombre si vous suivez un minimum le circuit Sevens. Luciano Gonzalez et Mathias Osachuk chez les Argentins, Nashiu et Rocco Lissoa chez les Néo-Zélandais, Lacombe chez les USA, Paul Plat pour l'Espagne, Kennedy et Conroy pour les Irlandais, bref, une belle population de joueurs. Pour les coachs, on est aussi allé chercher à l'international. L'ancien coach des USA, Mike Friday, va s'occuper des Kalinga Black Tigers. L'ancien coach des Fidji, Ben Gollings, sera chargé des Chennai Bulls. Les Hyderabad Heroes auront l'ancien septiste All Black DJ Forbes. Il y aura un autre néo-zélandais parmi les coachs et c'est nul autre que l'entraîneur en chef des All Black Sevens masculins, Thomas Kama, qui aura droit aux Delhi Reds. Et enfin, Tim Walsh, l'entraîneur des Australiennes, et Paco Hernandez, le coach des Espagnols, mèneront les Mumbai Dreamers et les Bengaluru Brave Hearts. Et puis enfin, un petit point sur la diffusion. Pour la diffusion en Inde, c'est la chaîne indienne Star Sport et l'autre chaîne indienne Jio Hotstar qui auront des spots en prime time apparemment pour diffuser ce tournoi. Et pour ce qui est de la diffusion mondiale, du coup en dehors de l'Inde, ça devrait être Rugby Pass qui s'en chargerait. Alors ce qui est intéressant avec cette compétition, c'est le format qui est espacé sur 15 jours. Ça entre en contradiction totale avec le format sur 3 jours des Seven Series et ça apporte une solution au problème de devoir rester 10 à 12 heures dans un stade pour voir les matchs des Seven Series. Et puis globalement, toute la compétition apporte quelque chose de nouveau. Alors tout n'est pas directement exceptionnel, et puis tant qu'on n'a pas réellement vu ce que ça donnait en vrai, c'est difficile de se faire un avis définitif sur la compétition. Mais le fait qu'elle soit soutenue financièrement par des entreprises locales, donc World Rugby, et pas une thune à mettre, et aussi le fait qu'on reste dans le rugby à 7 malgré les quelques modifications dont on a parlé, c'est quelque chose d'intéressant pour l'évolution du rugby à 7 in fine. Et on verra si World Rugby s'inspire de cette compétition pour un petit peu remodifier encore une fois les Seven Series et notamment pour répondre au problème de rester 10 à 12 heures dans un stade, ce qui n'est humainement pas possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pensez à vous abonner si vous aimez la vidéo ou si vous aimez mon contenu, et puis mettez un commentaire si vous avez des questions sur le sujet, je n'hésiterai pas à y répondre si j'ai les réponses.